Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à la conférence d'Alain Deneau. Donc, au nom de tous les membres du regroupement des étudiants en économique de l'Université de Sherbrooke, j'aimerais remercier Alain Deneau de s'être déplacé en cette journée pluvieuse et pour nous conscientiser sur la problématique entourant les paradis fiscaux et de nous en faire comprendre les enjeux. Philosophe et prof à l'Université de Montréal, il a su à travers ses différents ouvrages, tels que Paradis fiscaux, la filière canadienne et une escroquerie légalisée, précis sur les paradis fiscaux, nous démontrer le côté urgent de cette controverse. De plus, M. Deneau vient de sortir un nouveau livre intitulé « De quoi Total est-elle la somme ?» Dans cet essai, M. Deneau se penche sur la multinationale Total et démontre comment cette firme a pu légalement créer du tort dans les pays où elle exploitait le marché. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier tout spécialement François Delorme de nous permettre encore une fois d'avoir une conférence super intéressante. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Deneau qui sera vous captiver, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci beaucoup pour l'accueil. Il me fait plaisir d'être ici. Je remercie toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un chercheur en philosophie vient faire dans ce domaine réservé qui est la fiscalité et toutes les questions relatives aux droits des affaires. Et je vais partir de là. Je vais essayer d'ouvrir un champ interdisciplinaire qui est ce par quoi la pensée évolue. C'est qu'en se confrontant aux autres disciplines, très souvent, qu'on fait déplacer les lignes, on aborde les objets autrement, on crée des objets. J'y crois infiniment. Et donc, ma présentation va consister d'abord à expliquer en quoi consiste une approche de type philosophique sur les enjeux de fiscalité et ensuite à développer un certain nombre de concepts qui méritent d'être vus, je pense, à l'aune des problèmes contemporains, pour éviter d'être enfermé dans des marottes, dans des habitudes, dans des logiques qui peuvent être parfois quelque peu sclérosées. Bon, la philosophie, c'est le domaine des concepts. En philosophie, on s'intéresse aux concepts. Et je me suis intéressé à la question des paradis fiscaux et plus largement des législations de complaisance. Et justement, en les analysant, j'ai été amené à les rebaptiser. Précisément parce que les choses me semblaient devoir se faire en sens contraire. À savoir qu'habituellement, lorsqu'on analyse une question, disons, politique ou connexe à la politique, comme les politiques fiscales, on va mobiliser les concepts propres à un champ et on va les appliquer sur un objet. Bon. En ce qui concerne les paradis fiscaux, je n'ai pas besoin de les présenter ici. On les a spontanément en tête. Quand je parle des paradis fiscaux, je pense au Delaware, aux Bahamas, aux Bermudes, à la Barbade. En ce qui concerne les États-Unis ou la Caraïbe britannique, je pense en Europe, évidemment, à Andorre, à la Suisse, au Liechtenstein, à Bruxelles dans une certaine mesure, mais je voulais dire le Luxembourg, bientôt d'une manière fort assumée à Londres. Et sinon, en Asie, on pourra avoir les îles Marshall, Singapour, Macao. Il y en a quelques 80-90. Ce sont des législations qui permettent, je vais en parler tout à l'heure, à des acteurs puissants de contourner leurs obligations fiscales, mais surtout légales. Bon. Entrevoyant d'aborder ce problème, il m'a semblé clair que l'enjeu est tellement vaste, il est tellement profond, il est tellement aussi grave, son envergure est telle qu'il nous contraint à revoir les termes qu'on utilise pour en parler plutôt que de simplement les soumettre à ce vocabulaire et à ce lexique. C'est-à-dire que la question des paradis fiscaux est si importante et dans l'histoire, là, elle s'impose d'une telle manière, avec tellement de force, qu'elle nous oblige à revoir notre vocabulaire. Donc, plutôt que d'utiliser les mots traditionnels de la pensée politique, comme le droit, la frontière, la souveraineté, la loi, le crime, l'État, pour appliquer ces notions-là sur le problème, j'ai plutôt essayé de voir en sens contraire comment le problème affectait la sémantique même
des termes qu'on utilise pour en parler. Et il m'a semblé que les paradis fiscaux, dans ce qu'ils ont de grave et de puissant et d'ample en tant que phénomène, nous amenaient à revoir la définition des termes que j'ai évoqués. Et quand on passe en revue, au fond, ce qu'il en est, je me suis intéressé dans quelques livres, dont Offshore et Une escroquerie légalisée, qui sont peut-être les plus synthétiques, et dans un livre d'histoire qui s'intitule Paradis fiscaux, la filière canadienne, à reprendre ce vocabulaire-là. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, évidemment en vous invitant ensuite à une période d'échange qui est dans la partie la plus importante de la présentation. La fiscalité, c'est pas tellement le concept que j'ai le plus travaillé, mais c'est plus pour mémoire. Là, qu'est-ce que c'est quand on regarde les choses d'une manière qui est pas strictement comptable, quoi. Ce qui m'étonne avec la fiscalité, et je pars vraiment c'est plus à titre liminaire que je le dis, puis ensuite je vais entrer dans d'autres notions, quoi. La fiscalité, il m'étonne de voir comment socialement, dans le débat public, on la perçoit en rupture avec les enjeux budgétaires liés à l'État. Là, on est en train de signer nos déclarations de revenus. On vient d'avoir le budget qui a été déposé à Québec. Et je suis certain que dans l'esprit de nos concitoyennes et concitoyens, peu de gens font le lien entre le fait de payer des impôts et d'avoir un budget collectif qui est administré par des élus qui votent des lois et que l'on nomme dûment pour qu'ils s'acquittent de cette tâche. Très souvent, on voit d'ailleurs l'impôt comme une sorte de malédiction, un fardeau, le fardeau fiscal. Il y a même des mouvements qui vont consister à célébrer, selon la législation où on est, au mois de mai, au mois de juin, le moment où enfin on gagne son premier dollar. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai gagné, je le donne au gouvernement, ou le gouvernement me le vole, ou me le pille, ou me l'enlève, selon les métaphores. Et enfin, j'ai mon premier dollar, et là, je peux jouir des fruits de mon travail. C'est évidemment ridicule, parce que si on n'imposait rien à personne, mais qu'on tarifait tout, ça voudrait dire que pour être ici aujourd'hui, il faudrait payer un droit d'entrée simplement pour l'entretien de l'immeuble et pour louer sa place dans l'immeuble, quoi. Ça voudrait dire que dès qu'on prend un trottoir, il y a une sorte de grippe-sous là, qui nous oblige à mettre $1 si on veut emprunter le trottoir. Ça veut dire que les gens qui pensent comme ça nous montrent qu'ils ont complètement perdu de vue le lien qu'il y a entre les institutions publiques, les services publics, le bien commun et le fait de payer des impôts. C'est vu comme étant deux choses différentes, quoi. Et sinon, quand on en parle, c'est souvent sur un mode éclaté. Je veux dire, il y a même au Journal de Montréal, qui est peut-être le pire organe de presse sur cette question-là. Cela dit, il est le meilleur, paradoxalement, pour faire la critique des paradis fiscaux. Ça montre à quel point le journalisme aujourd'hui est éclaté. Et souvent, les journaux ne savent plus où ils vont, ils n'ont pas de direction. Mais il reste que sur la question de l'impôt comme étant lié au budget de l'État, tout au plus, de temps en temps, quand viendra le temps de rappeler que l'impôt a trait aux dépenses publiques et à l'institutionnalisation du lien social, là, ce qu'est l'État, on dira où vont vos impôts, et là on sortira des choses complètement fantaisistes, là, que tel conseiller municipal dans telle ville s'est payé une bouteille de whisky aux frais des contribuables, et c'est un grand gaspillage, puis on fait la somme comme si c'était l'affaire d'un grand gaspillage et qu'il fallait tout compter au cent près, en laissant entendre d'ailleurs à la négative que dans le domaine privé, il n'y a pas de gaspillage du tout. Chez Bombardier, il n'y a pas de gaspillage du tout. Il n'y a pas de gaspillage chez Apple. Que dans le privé, on gère à la scène près, au cent près, tandis que dans le public, on gaspillerait, quoi. Alors que je pense que des études socio-économiques pourraient, je pense, assez aisément démontrer le contraire. Tendanciellement. Donc, si on prend ce qu'est le fisc, moi je dirais que le fisc, c'est un peu comme le cholestérol, là. Il y a le bon fisc et le mauvais fisc, quoi. Le bon fisc, du point de vue du progrès social, je pense que vous connaissez mes couleurs, du point de vue du progrès social, la justice sociale, de l'intérêt général, d'enjeux qui tournent autour du partage, de l'entraide, de la solidarité. Il y a le mauvais et le bon fisc, quoi. Il y a le bon fisc
qui consiste à se dire, nous sommes plus riches à regrouper des fonds dans une cagnotte commune qu'en gardant notre argent avec nous. On est plus riche quand on met $1 dans une cagnotte commune que lorsqu'on a ce dollar-là dans nos poches. Et dans les pays scandinaves, ça fait depuis longtemps qu'on a compris que si on paie 70% d'impôts sur le revenu, mais qu'on a l'université gratuite, la piscine gratuite, la garderie gratuite, les congés parentaux de 3 ans, puis bon, on est plus riche du fait de ne conserver pour soi que son argent de poche. Bon. Et si on a $1 de plus dans nos poches et $1 de moins dans la cagnotte, eh bien, tout ce que on cherche à se procurer nous coûte plus cher. La piscine publique, l'inscription à la bibliothèque, ainsi de suite. Bientôt, on va avoir, quand Radio-Canada, qui est devenu ici, pour être plus facilement privatisable, va être privatisé, il va peut-être falloir payer pour pouvoir, on va devoir peut-être s'abonner de manière payante, ainsi de suite. Donc, c'est ça, tendanciellement, où on va. Donc, l'idée d'une cagnotte commune, c'est un principe qui est plus fécond, collectivement, que cette idée de l'actif privé. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer aussi que le fisc est pertinent du point de vue de l'échelonnement générationnel en ce qui concerne la participation à des coûts. L'Université de Sherbrooke n'a pas profité seulement à la génération qui en a la première profité. Elle profite ensuite aux générations suivantes et souvent la dette et le fisc sont des façons de penser. Le financement d'une dette par la fiscalité peuvent être une des façons de penser la participation multigénérationnelle à des dépenses publiques. Il y aurait aussi, je passe très rapidement là-dessus, mais le fisc comme instance incitative. Sur l'alcool, sur l'essence, sur un certain nombre de biens, sur des programmes, ainsi de suite, des congés fiscaux. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer non plus. Là où la fiscalité pose problème, c'est quand on la voit strictement comme un mécanisme de lutte aux inégalités sociales. Parce que là, c'est un symptôme. On devrait se dire, si on a besoin de passer par une sorte de Robin des Bois fiscal pour faire en sorte que des gens puissent avoir au moins un peu à manger, tandis que d'autres, je nommerai personne, mais se votent des bonis faramineux dans certains conseils d'administration, et que c'est strictement par ce mécanisme fort perfectible du fisc qu'on arrive à essayer minimalement de rééquilibrer les choses. C'est le symptôme d'un problème et c'est pas une solution. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés fort inéquitables et c'est peut-être par d'autres formes de contraintes que le fisc qu'on peut arriver à des solutions, par exemple le salaire maximum, dont on n'a jamais parlé. Mais on sait qu'il y a des mesures qui sont dans les programmes de certains partis politiques en Occident qui consistent à militer pour que le salaire supérieur d'un membre d'une entreprise, que ce soit un administrateur ou un cadre ou un employé, soit pas supérieur de X fois le montant du salaire minimum dans l'entreprise. De sorte que lorsqu'on veut, encore une fois, on peut imaginer les cas qu'on voudra, se voter des bonis faramineux dans des conseils d'administration, mais il faudra augmenter tout le monde en bas de l'échelle pour arriver à se donner ce qui restera, quoi. Et c'est une façon progressiste, disons, et réformiste, donc non révolutionnaire. Il y a des façons révolutionnaires d'avancer qui sont tout à fait souhaitables, mais il y a une qui ne l'est pas, de tendre vers le progrès social. Mais ce qui m'intéresse au-delà de tout, c'est lorsqu'on aborde la question de la fiscalité d'une manière plutôt anthropologique. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est un moment de modestie qui consiste surtout pour les puissants à se rappeler qu'ils doivent aux infrastructures publiques le fait de leur enrichissement. Je dis souvent que c'est la pointe d'épine dans le gras du riche qui lui rappelle qu'il doit à la société la capacité qu'il a à engranger des capitaux à partir des capitaux qu'il détient déjà. Bon, et le riche, c'est pas seulement l'administrateur d'une grande firme ou l'ayant droit ou le rentier, c'est aussi la personne morale d'une entreprise qui, normalement, d'une manière très, très théorique, paye des impôts. Bon.
Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela consiste à rompre le moment où on signe sa déclaration de revenus et on doit de l'argent à l'État, c'est-à-dire qu'on doit verser une part. C'est malheureusement, lorsqu'on est une entreprise, fort peu souvent la juste part, mais une part dans cette cagnotte commune qui permet de financer l'Université de Sherbrooke, puis le système routier ici, puis un hôpital, puis quoi encore? Puis des programmes sociaux qui garantissent non seulement une paix sociale, mais une solidarité qui permet d'aller chercher les gens qui sont à la marge et de les ramener dans la collectivité. Ce contexte-là permet l'enrichissement et c'est une rupture avec toute l'idéologie de feuilles comme Forbes, Fortunes, The Economist, les affaires, le quotidien, la presse et toutes ces feuilles souvent dirigées par des grands détenteurs de fortune ou par des entreprises qui font de la parole publique, qui font du discours public une marchandise comme une autre, mais aussi un actif comme un autre pour manipuler des collectivités et qui consiste à faire valoir l'enrichissement des uns et des autres strictement au mérite, avec en finançant aussi des écoles de commerce ou des départements d'économie ou de comptabilité, où on va faire valoir le mérite, le leadership, le génie, comme étant les moteurs principaux de l'enrichissement. Alors que lorsqu'on est un petit peu historien, un peu sociologue, un peu philosophe, on sait très bien que c'est en raison de l'organisation de la société que tel acteur ou tel autre arrive à s'enrichir à un moment donné dans l'histoire et à générer ce que Karl Marx appelait le processus d'accumulation du capital, c'est-à-dire le moment où on n'est rien et on devient un acteur détenant des capitaux. C'est souvent par le biais d'actes controversés, impérialistes, voire criminels, qu'on arrive à se donner un butin qui s'appellera le capital et ensuite on pourra financer, ou ça peut être aussi parfois de la chance, parfois ça peut être un soutien de l'État, comme par exemple quand le Québec décide dans les années 60 de se donner une classe d'affaires, c'est grâce au concours des pouvoirs publics que tout d'un coup, on a eu des gens qui vont ensuite, non sans arrogance, se présenter comme l'élite et faisant du révisionnisme, en se présentant comme étant absolument méritants et s'auto-attribuant toutes les raisons de leur accession dans les hiérarchies, dans les échelons supérieurs de la hiérarchie. Enfin bref, l'impôt est la pointe d'épine dans le gras du riche qui lui rappelle que si on le prend, ce propriétaire de couche-tard, si on le prend, ce propriétaire de métro, si on le prend, ce propriétaire de Bombardier, et qu'on le place à nu, à Port-au-Prince, en lui disant « Maintenant, débrouille-toi. Il n'y a pas d'État pour t'aider, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas de système routier, il n'y a pas de police. » Il n'y a pas d'institution publique pour financer le personnel que tu auras besoin d'exploiter, c'est-à-dire en le faisant travailler de façon à ce qu'il crée une valeur que tu ponctionneras. Il y a rien qui te permet de commencer, tu es juste quelqu'un comme n'importe qui. À ce moment-là, la personne comprendra toutes les vertus du fisc. Et le problème du fisc aujourd'hui, c'est qu'il profite en priorité aux possédants, aux grandes entreprises, mais les institutions publiques qu'il finance sont essentiellement au compte aujourd'hui de la classe moyenne et des prolétaires, c'est-à-dire celles et ceux qui paient encore massivement des impôts. Là-dessus, il est intéressant de s'enquérir du phénomène des paradis fiscaux. Qu'est-ce que sont les paradis fiscaux? Comment les définir? Comment définir leurs coûts? Comment définir ce qu'ils représentent politiquement et socialement? Et comment penser leur histoire? Et on pourrait partir de la définition que j'apprécie le plus, moi, qui est d'un fiscaliste et qui est la plus philosophique que j'ai trouvée, qui est de Richard Gordon, un employé de l'IRS aux États-Unis, qui avait rendu au président Jimmy Carter en 1981, tout juste avant qu'il ne quitte pour son triste successeur, Ronald Reagan. Quelques jours avant de quitter la Maison-Blanche, en janvier, il reçoit de Richard Gordon, Jimmy Carter, ce rapport sur les paradis fiscaux, qui est, à mon sens, la première trace, je dirais, critique et moderne dans un appareil d'État sur les paradis fiscaux,
Au Québec, il faudra attendre 40 ans avant qu'on en ait une. Ce que dit Gordon commence à définir un petit peu les paradis fiscaux comme le fait l'OCDE aujourd'hui, puis il jongle avec des notions, puis c'est comme s'il s'interrompait lui-même, puis il disait, en fait, les paradis fiscaux, c'est pas compliqué. Un paradis fiscal est un pays considéré tel par ceux qui en profitent. Bon, c'est écrit à peu près comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque, indépendamment des définitions extrêmement précises qui peuvent servir ensuite à des acteurs puissants à jouer sur les mots, à jouer sur la lettre d'une loi ou d'une définition pour en violer le principe, indépendamment de cela, un paradis fiscal est un État où on observe massivement des mouvements de capitaux sans que l'économie réelle ne le justifie. Alors, tout d'un coup, on a massivement dans un petit État des millions qui circulent, qui sont liés à rien, et que rien d'autre justifie que la volonté d'arracher ces millions-là à une législation où ils sont formellement inscrits. Bon. L'OCDE a développé par la suite, et d'autres instances, le FMI, des économistes, ainsi de suite, une série de définitions qui font à peu près consensus aujourd'hui et à laquelle on peut se référer, même si pour ma part je veux aller plus loin, mais c'est un point de départ qui se tient, dire qu'un paradis fiscal, c'est un État où il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices de certaines catégories d'acteurs et de certaines entités. Bon. Vous êtes à Sherbrooke, vous avez une niche, vous fabriquez des balles de golf, puis ça marche très bien, ça fait bon. Vous avez des clients aux États-Unis, vous seriez bien fou, alors que vous leur envoyez par milliers des balles de golf à chaque année dans des cargaisons, là. Vous seriez bien fou d'envoyer la facture depuis Sherbrooke, parce que le revenu va être enregistré ici, et alors vous allez payer des impôts sur vos bénéfices à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez une filiale à la Barbade et c'est depuis votre filiale que vous envoyez la facture. Ça tombe très bien parce que là-bas, le taux d'imposition est rarement de plus d'1% quand vous créez une structure du genre où il n'y a aucune activité sur place. Vous pouvez faire la même chose des Bermudes, la même chose du Delaware en ce qui concerne les États américains. Bon. Ou bien, si vous faites comme Google, vous êtes actif à l'échelle mondiale. On sait qu'une multinationale, sa puissance, c'est d'être aucune entité une, mais d'être une myriade d'entités. Google, c'est pas une société, c'est pas comme un dépanneur. C'est un ensemble, une architecture de structures indépendantes d'endroits. Ces structures-là peuvent s'envoyer entre elles des factures, elles peuvent se prêter de l'argent avec intérêt, elles peuvent même se poursuivre si elles sont complètement folles. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles sont indépendantes d'endroits. Le conseil d'administration et la solidarité est d'ordre financier, elle n'est pas d'ordre juridique. C'est-à-dire que ces structures-là, en droit, sont indépendantes, mais sont solidaires financièrement. C'est-à-dire que c'est le même capital qui est concerné par leur vicissitudes et évolutions. Et donc, Google s'organise année après année pour payer à peu près 2% d'impôts dans le monde. C'est 6 fois moins qu'un pourboire. Parce que elle a confié, c'est une des stratégies qui existent sur le mode de ce qu'on appelle le prix de transfert, elle a confié les droits d'utilisation de sa propre marque à une firme des Bermudes par un montage assez complexe qui passe par les Pays-Bas et l'Irlande. Et cela, en fait, comment cela fonctionne? Chaque structure Google du monde, Google Algérie, Google Myanmar, Google Pologne, Google Brésil, ainsi de suite, reçoit une facture fort salée pour utiliser les droits de la marque Google chez eux. Bon. Starbucks, c'est la même chose. Les représentants de Starbucks ont dit aux membres d'une commission parlementaire à Londres, ils ont dit on ne fait pas de profit au Royaume-Uni. C'est pas parce que c'est les trois mêmes clients qui têtent leur café toute la journée dans nos Starbucks qu'on ne fait pas d'argent. C'est parce qu'à la fin de l'année, Starbucks Londres, Starbucks Royaume-Uni, doit régler des factures qui proviennent de filiales dans les paradis fiscaux qui sont à peu près de l'ordre des profits qui sont enregistrés dans le pays. Donc, on concentre le plus de capitaux possible dans les pays où le taux d'imposition est nul et quasi nul, et à partir d'acrobaties comptables qui sont complètement fantaisistes,
et de jeux d'écriture sur le plan légal, on fait comme si la petite structure suisse, la petite structure bahamienne, la petite structure de Singapour avait généré une activité de l'ordre de 3 entités cumulées aux États-Unis, en France et au Japon, quoi. Et souvent, les États rendent cela possible. Peut-être m'avez-vous déjà entendu parler de l'accord scandaleux et consternant entre le Canada et la Barbade, qui date de 1980. Et en fait, dans le cadre de cet accord-là, le Canada a signé une entente avec la Barbade, une économie de la taille de la ville de Sherbrooke, reposant sur le principe de la non-double imposition. Une notion que sans doute vous connaissez. Le principe de non-double imposition est pertinent quand 2 pays qui signent une entente portant sur cette chose sont semblables. Hein? Le Canada signe une entente de non-double imposition avec l'Allemagne. Bon, Bombardier, une société prospère, comme on le sait, grâce à ses propres moyens, a son siège social pour ses affaires internationales à Berlin. Bon, elle peut, depuis Berlin, faire des affaires, avoir des clients, engranger des bénéfices, payer des impôts sur ces bénéfices-là, éventuellement, et transférer une part de ce capital, disons, à Montréal. Bon, et en vertu d'un accord de non-double imposition avec l'Allemagne et le Canada, l'entreprise pourrait toujours dire « J'ai déjà payé des impôts sur cette part de revenus-là en Allemagne, le taux d'imposition est supérieur à celui du Canada, vous n'allez quand même pas m'imposer une deuxième fois sur un capital qui a été déjà imposé, qui a fait déjà l'objet d'un traitement fiscal. » Bon, jusqu'à là, dans une économie libérale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut entendre le principe. Problème, c'est quand un pays signe une entente comme ça avec la Barbade, où le taux d'imposition est de moins d'1%. Parfois, il est de 0,25% selon les structures et les activités qu'on y mène. Alors, vous avez une société canadienne qui crée une filiale à la Barbade, laquelle a, par exemple, les droits de propriété intellectuelle sur un certain nombre de choses. Peut-être qu'elle est propriétaire d'un certain nombre d'immeubles qu'on se loue à soi-même. Du coup, on les loue à sa filiale. Et à la fin de l'année, quand on a honoré les factures qui nous viennent de la Barbade, ou nos clients ont honoré nos factures auprès de la filiale de la Barbade plutôt que là où l'activité a vraiment eu lieu, eh bien, l'entreprise peut dire au fisc canadien je transfère des fonds qui proviennent de ma filiale à la Barbade, j'ai déjà payé des impôts sur ces fonds-là, 1%, c'est dégueulasse, vous n'allez quand même pas m'imposer une deuxième fois, et ça passe. Ça passe tellement que l'an dernier, il y a un député à la Chambre des communes, Gabriel Sainte-Marie, qui est du Bloc québécois, mais qui a insisté sur le caractère non partisan de sa motion, qui a déposé une motion à la Chambre des communes, parce que dans le tirage au sort, il était parmi les premiers là, à pouvoir, en tant que parlementaire, déposer une motion, un projet de motion à la Chambre des communes, pour que, pour la première fois de son histoire, le Parlement d'Ottawa se prononce sur cet accord-là, qui est ahurissant, parce qu'il légalise, de fait, l'évasion fiscale. Il transforme l'évasion fiscale en évitement fiscal, mais strictement par l'artifice de la loi. Et les libéraux et les conservateurs ont voté contre cette motion, c'est-à-dire qu'ils ont de fait approuvé cet accord. Bon, et qui cause problème, qui justifie ensuite, et qui explique, pas justifie, mais qui explique les budgets d'austérité. Le fait qu'on dit on n'a plus d'argent pour l'université, on n'a plus d'argent pour la culture. Je vais y revenir tout à l'heure. Bon. Et du point de vue canadien, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez une entreprise qui va dire « Oui, bien sûr, j'ai un volume d'activité impressionnant, j'ai vraiment, mon carnet de commandes est rempli, j'ai une clientèle satisfaite, mes affaires vont bien, j'ai embauché du nouveau personnel et j'aurai normalement un bénéfice. Mais si vous voyez comment ma filiale de la Barbade et des Bermudes sont dures avec moi, elle m'envoie de ses factures, c'est ahurissant, il me dépoche, j'ai plus rien. Et je ne peux plus payer d'impôts, je ne peux plus payer ma juste part. Et ce n'est pas des farces, là. Selon Statistique Canada, toujours pas une officine trotskiste, le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus après les États-Unis, c'est la Barbade. Je pense qu'on en était à 60 milliards de dollars la dernière fois. Ce sont des fonds qui ne sont pas imposés. Et des somnambules comme Francis Veil de la presse vont penser que c'est des investissements, quoi. Mais quand on comprend comment le droit travestit des opérations qui sont une forme d'escroquerie légalisée, là, c'est-à-dire des méfaits déguisés en opérations dûment codifiées par des lois qui sont
fort problématique, on comprend que ce ne sont pas des investissements. Ces actifs qui sont transférés dans les paradis fiscaux ne constituent pas des investissements dans des infrastructures, dans un personnel, dans un savoir-faire. Ce sont des transferts qui se font à toute vitesse. Il n'y a pas d'argent sur place, là. Il n'y a pas d'actifs, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Bon. Et c'est tout le problème, d'ailleurs, des paradis fiscaux, c'est qu'on n'a pas appris encore à en parler sur un mode adéquat. C'est-à-dire qu'on dit encore que ce sont des États où il y a des lois avec des investissements, puis des fondations caritatives, puis des trusts. Il n'y a rien de tout ça. C'est du travestissement juridique. C'est-à-dire qu'on déguise en opérations économiques standards des transferts qui visent strictement, un, à contourner le fisc, et deux, plus globalement, à contourner la loi quand il s'agit de mener des opérations qui seraient interdites chez soi. Bon, mais on donne l'impression qu'il y a des États avec des législateurs qui votent des lois, qui permettent la création de structures avec des activités. Et on est dans cette espèce de mise en scène légalisante d'opérations qui devraient être sanctionnées par les États si nous étions représentés par des exécutifs politiques qui croient en l'État de droit plutôt que de le détourner de ses fondements. Donc, le premier problème concerne, je les ai à peu près tous évoqués maintenant, là. Il y en a 4 points. Le fisc. Dans les législations de compensation des paradis fiscaux, le taux d'imposition est nul ou quasi nul. Deuxièmement, il n'y a pas de loi qui vaille. Créer une société au Panama, créer une société aux Bahamas, créer une société à Singapour, à moins que vous soyez très vulnérable du point de vue de votre positionnement politique, ainsi de suite, que vous soyez ciblé, puis ça peut arriver. Là, aujourd'hui, on est moins dans un moment sûr, moins sûr, moins opaque qu'il y a 20 ou 30 ans. Là. Il y a 20 ou 30 ans, l'étanchéité était totale. Aujourd'hui, heureusement, les murs commencent à s'éroder, à se creuser. Je cherche le mot. Mais, oui, voilà. Merci. Mais voilà, il reste que la loi dans un paradis fiscal se retourne comme un gant. Il est très difficile de connaître les bénéficiaires réels d'une opération. Si vous regardez, par exemple, l'extraordinaire affaire des Panama Papers qui a défrayé la chronique l'an dernier, on n'a pas insisté suffisamment sur le fait que beaucoup de dossiers qui ont éclaté au grand jour et qu'on pouvait consulter soi-même en ligne grâce au consortium de journalistes d'investigation internationale étaient des données qui étaient encore opaques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait toujours pas savoir qui était le bénéficiaire de telle ou telle structure. Très souvent, on nous disait, mais même au Panama, on ne le sait pas, parce que la force du paradis fiscal, c'est de signer des ententes internationales d'échange de renseignements fiscaux sur demande. C'est très laborieux, mais néanmoins, on permet d'avoir accès à des données, mais à des données dont on s'assure de l'inexistence. C'est-à-dire que chez nous, on n'a pas de règles ou de lois en ce qui concerne l'information sur les bénéficiaires de trust, par exemple, ou de holding, ou ainsi de suite. Les choses tendent, avec les nouvelles politiques de l'OCDE, à changer parce qu'on a développé, comme le BEPS, par exemple, des protocoles qui consistent à amener les États à convenir d'un certain nombre de règles qui permettent l'identification. Mais c'est tellement poussif. C'est tellement une machine à gagner du temps. Les États qui signent et qui se disent d'accord légifèrent si peu par après dans le sens de ce qu'ils ont approuvé, un petit peu comme la COP 21 sur le climat, où tout le monde est d'accord pour qu'on le climat ne se réchauffe pas de plus de 2 degrés, ce qui voudrait dire qu'on maintienne 85% ici des sables bitumineux sous terre. Mais on continue d'exploiter les sables bitumineux tout en ayant signé ça. Donc, c'est vraiment des engagements internationaux qui ne sont pas probants, quoi. Mais néanmoins, on avance au moins dans le discours dans ce sens. Le troisième point, c'est le secret. Dans un paradis fiscal, les lois permettent l'impunité, c'est-à-dire qu'il y a un secret non seulement sur les bénéficiaires réels d'opérations et de comptes, mais sur la nature des opérations et sur les capitaux engagés. Et enfin, il n'y a pas d'activité substantielle, comme je disais tout à l'heure, on n'y fait rien de précis. Je pourrais parler des heures. J'ai combien de temps? 1 heure, oui. J'en suis à combien? 40 minutes. Il me reste 40 minutes ou j'en suis à 40 minutes? Ah oui, bon, très bien, je vais accélérer. Qu'est-ce qui nous en coûte? Très souvent, quand on réfléchit à cette question-là, qu'est-ce qui nous en coûte collectivement, ici par exemple? On va avoir tendance à calculer.
Et pour ma part, j'ai l'impression que lorsqu'on pense dans la langue naturelle, on comprend mieux ce qui nous en coûte que si on sort notre calculatrice, dans la mesure où il y a, d'une manière exponentielle, tellement de coûts qu'à un moment donné, on est dans la pure conjecture, la pure spéculation pour sortir un chiffre. Parce qu'il faudrait se demander quel serait le taux d'imposition ici s'il n'y avait pas les paradis fiscaux, si le Québec n'était pas en compétition contre les Bermudes et si, dans une logique pareille, les politiques publiques supposaient un appareil d'État et des services publics de meilleure qualité. Et là, on est dans de la pure spéculation. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'évoquer le problème sur son mode qualitatif, c'est-à-dire en tant que les coûts sont exponentiels. Et j'explique en quoi il y en a 7 ou 8. D'abord, il est évidemment fiscal au sens brut. Là. Et là, on peut, selon le nouveau Parti démocratique, par exemple, qui part de ce chiffre voulant qu'il y ait 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, là, ça c'est 21 et 12 zéros, on estime que chaque année, le Canada perd 8 milliards de dollars en impôts. La France dit 60 milliards en ce qui la concerne. Ces chiffres-là, moi, m'intéressent quant à la grandeur d'échelle, mais après coup, on ne se chamaillera pas sur un zéro ou ainsi de suite. On comprend que c'est énorme, quoi. L'idée, c'est de dire effectivement que les fonds qui sont massivement transférés dans les paradis fiscaux, ce sont je crois que près de 200 milliards selon les derniers chiffres que j'ai. Vous m'excuserez, je ne suis pas tout à fait à jour parce que je suis un peu dans le formol là, depuis 6 mois. Je n'ai pas trop travaillé sur cette question. Mais bon, les derniers chiffres que j'avais, c'était autour de 200 milliards de dollars selon Statistique Canada qui sont transférés dans les paradis fiscaux par les entreprises. Là, on ne parle pas des particuliers, puis on ne parle pas des biens physiques comme des voitures de collection, des bijoux, ainsi de suite. On parle seulement de capitaux financiers. Et évidemment, il y a tout le problème de tout ce qui n'est pas déclaré dans les paradis fiscaux. L'Agence canadienne de revenus, elle n'enquête pas. Elle fait simplement additionner ce que les entreprises disent avoir dans les paradis fiscaux, puis elle sort son chiffre. Donc, ce n'est pas un travail d'enquête, là. Donc, il y a au moins 200 milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux, qui sont investis par les entreprises, selon les somnambules de certains journaux. C'est comme si c'était des investissements et que ces fonds-là s'additionnaient, alors que ces 200 milliards de dollars se renouvellent. C'est pas une pile qui augmente, là. Quand on dit à la Barbade, il y avait 45 milliards de dollars avant, puis aujourd'hui, il y en a 60 milliards, il ne s'est pas ajouté 15 milliards. C'est que c'est la pile qui se renouvelle sur un mode majoré, puisque cet argent-là n'est pas investi, il n'est pas immobilisé, il ne va pas dans des usines, il n'engage pas de personnel. C'est de l'argent volatile qui circule à toute vitesse pour simplement laisser une trace ailleurs, pour faire comme si quelque chose s'était passé ailleurs, pour qu'il soit imposé là et qu'il soit actif là-bas et non ici aux fins d'une écriture de type fiscal et juridique. Donc, ces fonds-là, ils sont renouvelés à vive allure et ce sont autant de pertes dans le trésor public parce qu'ils ne sont pas imposés, d'où, depuis que les paradis fiscaux sont fonctionnels sur le mode qu'on leur connaît, les coupes dans les budgets de l'État et dans les services publics. Donc, le premier point, il est de cet ordre-là, mais ce n'est pas le seul, ce n'est que le début. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? On a des ministres des Finances ici, comme Michel Audet, à partir des années 2000, qui s'est mis à revoir à la baisse au Québec un certain nombre d'impôts et de taxes sur les entreprises et sur le capital, en disant on ne veut pas favoriser l'évasion des capitaux. Bon. L'impôt sur le revenu des entreprises au palier fédéral seulement était de 38% en 1981, il est de 15% aujourd'hui. Puis une société pouvait parfois au Canada, en 1980, payer plus de 50% d'impôts sur ses revenus. Et aujourd'hui, on est tombé à quoi? À 25-35, quoi. Donc, on a complètement revu à la baisse le taux d'imposition sur les entreprises parce que plutôt que de faire la lutte aux paradis fiscaux, on les a imités. On s'est dit, on est en concurrence, alors nous aussi, on va revoir à la baisse l'impôt sur le capital pour que le capital reste. Ça fait encore moins de rentrées dans le trésor public. Parce que ce capital-là est toujours moins imposé. Ça fait toujours plus de dividendes pour les actionnaires. C'est les vases communicants. Bon, troisième point concerne la dette. C'est qu'à la fin de l'année, on n'arrive pas à boucler le budget parce qu'il y a un manque à gagner. Il y a des rentrées qu'on avait avant qu'on n'a plus. C'est pas compliqué. Le plus fou au Québec dans le débat public, c'est quand on parle de ces enjeux budgétaires-là, on fait une erreur qu'un gestionnaire de dépanneur ne fait pas. C'est-à-dire qu'on ne considère les choses que du point de vue d'une colonne. Avez-vous déjà entendu le Journal de Montréal parler de la dette en parlant des actifs? Non. On dit, le bébé québécois, quand il naît, là, il est déjà endetté de 35 000 $. Bon, on dramatise comme ça. Puis là, vous avez Lucien Bouchard avec sa belle voix qui dit « la dette », puis là, qui nous culpabilise. Vous savez qu'en allemand, la dette, c'est le même mot pour dire la culpabilité et l'endettement.
Donc là, on culpabilise les gens et on parle de la dette, mais on dit jamais quel est l'ordre des actifs. Quelqu'un qui gère un dépanneur, là, si on lui parle de sa dette, il va tout de suite voir combien il a. Et s'il se rend compte qu'il a plus que ce que représente sa dette, il va souffler, il va respirer, quoi. Personne regarde strictement une colonne, sauf nos élus, qui auraient grand intérêt à revenir dans ces murs, quoi. Donc, tout le problème de la dette, néanmoins, c'est-à-dire que la dette augmente parce qu'on emprunte aux institutions financières qu'on n'impose plus, aux entreprises qu'on n'impose plus. Alors, c'est le monde à l'envers. C'est qu'à la fin, ce ne sont plus elles qui versent des fonds dans cette cagnotte commune pour financer les infrastructures publiques dont elles se servent, les routes, les aéroports, les universités, les cégeps, ainsi de suite, les hôpitaux. Mais c'est nous qui finançons le capital pour qu'il nous aide à boucler un budget auquel il ne contribue plus. Et le service de la dette s'ajoute au problème. Et à la fin, on n'y arrive toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans une modalité discursive qui est celle de la gouvernance et on transforme tout dans une logique commerciale. Aller à l'hôpital, c'est être client. Aller au théâtre, c'est être client. Aller à l'université, c'est être client. Et on impose quoi? Des tarifs. Et donc, les Québécois se trouvent à payer 2 fois pour leur service public. Une fois comme contribuable, une autre fois comme client. Bon, et on se fait tondre comme ça. Et ça n'arrête plus. Parce que les services qui sont désormais tarifés et qui sont déjà, en principe, financés par nos impôts, disons qu'on a fait notre part comme classe moyenne, sont eux-mêmes de moins en moins bonne qualité. Parce que les conditions de travail sont moins bonnes. Il y avait 3 personnes pour rendre un service, maintenant il y en a 2. On supprime la personne qui fait l'aide aux devoirs dans les écoles. Il y a de la moisissure dans les écoles. Il n'y a plus de savon dans les écoles. On ferme des lits, ainsi de suite. Donc, on finance, on paye de plus en plus pour des services publics qui sont de moins en moins de bonne qualité. Les conditions de travail sont encore plus mauvaises. Donc, on perd cette espèce d'émulation que représentaient les fonctionnaires par rapport aux standards qui étaient en vigueur dans le domaine privé. Très souvent, quand on était capable de réfléchir convenablement, on ne disait pas les fonctionnaires ont des trop bonnes conditions, il faudrait les ramener à là où on est dans le privé. On disait dans le privé, ça serait bien qu'on ait la même chose que les fonctionnaires, quoi. Donc, c'était une façon d'avancer. On a perdu ça. Et enfin, il y a tout le problème de ce que j'appelle les législations de complaisance. Parce que les paradis fiscaux, c'est seulement le début. Ce qu'il faut comprendre quand on se dit qu'il y a 80-90 législations de complaisance, les Bermudes, les Bahamas, Trinité et Tobago, le Belize, pourquoi il y en a tant? C'est parce que chaque paradis fiscal, chaque législation de complaisance fait quelque chose de particulier. Et on peut présenter les législations de complaisance, c'est-à-dire les paradis fiscaux notamment, comme étant des boutiques dans un centre commercial. C'est que chaque paradis fiscal offre de l'ultra-permissivité dans un champ particulier. Chaque paradis fiscal a son expertise particulière. On ne fait pas la même chose partout. Si, par exemple, un acteur veut complètement contourner les lois en vigueur chez lui dans le domaine de l'assurance et de l'investissement des fonds des clients de sa boîte sur les marchés financiers, il va aux îles Turques-et-Caïques qui sont spécialisées là-dedans. S'il s'agit de jouer gros à la bourse sur un mode absolument risqué et téméraire, on va aux îles Caïmans, qui sont le repère des fonds de couverture, des hedge funds. S'il s'agit du brevetage, de découvertes scientifiques ou de propriété de droits intellectuels, on va en Irlande, qui est le pays désigné pour ça. S'il s'agit de contourner les lois fiscales précises d'Europe, on va au Luxembourg. C'est même de manière plus précise encore, si on veut tricher en Allemagne, on va au Liechtenstein. Si on veut tricher au Canada, on va à la Barbade. Si on veut tricher dans les 49 États européens qui ne sont pas le Delaware, on va au Delaware. Bon, si on veut se lancer dans le pari sportif, qu'est-ce qu'on fait? On va à Singapour. Si on veut créer une plateforme d'exploitation du pétrole en mer en respectant pas de normes environnementales, comme la plateforme de BP dans le golfe du Mexique, on va aux îles Marshall, elles sont spécialisées là-dedans. Si on veut blanchir l'argent de la drogue, on va au Panama. Et en plus, on peut blanchir cet argent-là au Canada après parce qu'il y a un accord de libre-échange qui a été signé entre les 2 États. C'est très pratique, c'est fluide. Bon. Pour les spams, on va au Belize, c'est le paradis fiscal des spams. Les sociétés qui vous envoient des spams, elles ne sont pas à Montréal, là. Elles sont offshore. Bon, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un système de tricherie à la carte. Et selon Marie-Christine Dupuis-Danon, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment à l'ONU, qui fut à l'ONU, elle disait le problème aujourd'hui, c'est qu'un administrateur de grande entreprise qui a pour dessein de faire quelque chose d'illégal n'a pas de
cas de conscience, là, à savoir s'il va se faire prendre ou pas. L'idée, c'est d'enregistrer toute opération qui est problématique dans un pays où elle devient légale. Et les paradis fiscaux consistent à légaliser ce qui passe pour méfait dans la législation où les choses ont vraiment lieu. On scinde l'opération. Évidemment, il n'y a que les multinationales qui peuvent faire ça. Parce que les multinationales sont éclatées par définition. Nous, on est suffisamment en santé mentale pour savoir que ce matin, lorsqu'on est à Sherbrooke, on n'est pas en même temps au Belize. Bon, ben, une multinationale n'a pas à faire preuve de santé mentale. Elle peut être ici et au Belize, et au Japon, et en France, et aux États-Unis en même temps parce qu'elle agit sur un mode éclaté, en démultipliant ses personnalités et en étant tentaculaire. Et c'est tout le problème. Donc, parmi ces législations de complaisance, on a évidemment les paradis fiscaux. On a des ports francs qui visent à permettre l'immatriculation de navires de transport sur un mode ultra permissif. On a eu ici un ministre des Finances qui a été furtivement premier ministre, Paul Martin, qui était l'actionnaire unique d'une société de transport maritime, la Canada Steamship Lines, qui faisait battre pavillon de complaisance toute sa flotte internationale. Elle était immatriculée à la Barbade et elle était administrée depuis les Bermudes. On a trouvé dans ces bateaux-là tantôt des kilogrammes de cocaïne, tantôt des déversements d'eau toxique dans des eaux de pêche, tantôt on constatait que les navires n'auraient pas été aux normes s'ils avaient été enregistrés dans d'autres législations, tantôt on se constatait que du moment qu'un bateau battant pavillon australien changeait de pavillon, on licenciait complètement le personnel australien pour embaucher des Ukrainiens à $1 par jour, sans règles sociales, sans normes sociales, sans normes sur la sécurité au travail, parce qu'un bateau répond des règles en vigueur dans le pays où il est immatriculé en droit international. Et si dans le pays où il est immatriculé, il n'y a plus de règles, eh bien, on fait ce que l'on veut. Quoi. Bon. Et donc, il y a donc tout ce problème des ports francs, puis il y a les zones franches. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas faire travailler, disons que l'usine de balles de golf à Sherbrooke, que j'imaginais tout à l'heure, là, elle ne peut pas faire travailler des enfants à $1 par jour. Mais ça ne durera pas. Bon. Mais elle peut créer une filiale, une usine, en fait, en Inde, au Bangladesh, en Chine, en Jamaïque, en Haïti, et là, trouver des zones franches qui lui donnent tous les droits et revenir à la situation du travail qui était celle des ouvrières et ouvriers du 19e siècle. Et on en est là aujourd'hui. C'est pas pour rien que quand on regarde toutes les étiquettes de ce qu'on consomme, tout est fait ailleurs parce que tout est fait sur le mode du dumping social. Et là aussi, si nous avions des représentants politiques qui croient en l'état de droit, on reviendrait à des tarifs douaniers. Mais ce ne serait pas des tarifs douaniers sur des objets, ce serait des tarifs douaniers sur des conditions sociales. On dirait ce verre-là, il n'est pas tarifé s'il a été fait dans des conditions sociales qui sont semblables à celles auxquelles on croit ici. Si c'est des enfants, des femmes et des hommes infortunés sur le mode du travail quasi forcé, qui l'ont fait à $1 par mois, hein, ben, on estime qu'il doit faire l'objet au moins de tarifs. Comme ça, on ne reconnaîtrait pas cette concurrence déloyale, pour ne pas dire obscène, cruelle et impérialiste. Donc, tout ça pour dire que les législations de complaisance, hein, qui supposent, et je reprends tous mes points, que des acteurs puissants, des gestionnaires de multinationales le plus souvent, des individus fortunés, des rentiers, des grands actionnaires, transfèrent artificiellement des fonds dans des pays où il ne se passe rien. Strictement, quand on y va, il y a des banques canadiennes, c'est à peu près tout. Bon, qui transfèrent artificiellement des fonds pour qu'ils ne soient pas imposés, provoquent des logiques de dumping qui font que le capital qui reste est encore moins imposé qu'avant parce que les pays traditionnels préfèrent imiter les paradis fiscaux plutôt que de lutter contre eux parce que très souvent, ils les ont créés au bénéfice de leur establishment. Donc, l'endettement augmente, les tarifs augmentent, les services sont de moins en moins bonne qualité, les conditions de travail du personnel de l'État régressent également, mais en plus, il n'y a pas de création d'emplois. Et il n'y a pas d'investissement, parce que l'investissement et la création d'emplois se fait dans des zones franches et des ports francs où on a tout revu à la baisse. Et donc, personne n'en profite. Et c'est une spirale infernale qui nous tire vers le bas. Bon, et j'aurai pas le temps d'en parler, mais j'aurais aimé dire à quel point le Canada est une pièce maîtresse de ce système-là. Les Canadiens ont créé les paradis fiscaux des Caraïbes, les Bahamas, la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, Trinité et Tobago, Turquie-Caïque, dans une moindre mesure la Jamaïque, sont des œuvres canadiennes en tant que législation de complaisance. Bon, en 1960, le ministre des Finances
des Bahamas était membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Puis le conseiller qui travaille pour la Banque Scotia à la législation bahamienne sur les enjeux fiscaux est un ancien ministre des Finances du Canada, sous Diefenbaker. On peut réduire les choses à ça, à titre d'exemple, et rappeler aussi qu'encore aujourd'hui, à l'instant où nous nous parlons maintenant, le Canada partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international dans des instances qui ne fonctionnent pas comme l'ONU, où on partage son siège quand on est un État avec d'autres États. Le Canada partage son siège dans ces instances avec 12 paradis fiscaux. Ils parlent en leur nom. Bon. Alors, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai 5 minutes j'en suis pas encore à croire au suicide collectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux façons d'avancer. Il y a une façon tâtonnante qui m'apparaît, moi, inutilement compliquée et qui témoigne d'une absence de volonté de régler les problèmes, mais qui néanmoins apporte certains fruits. Ce sont toutes ces modalités techniques qu'on développe à l'échelle internationale aujourd'hui pour feindre de lutter contre le phénomène, en faisant comme si c'était un problème comptable, comme si c'était un problème de méthode. Là, on va dire, aux États-Unis, on va faire le FATCA. On va décider que quand une institution financière étrangère arrive aux États-Unis, si elle veut rester aux États-Unis, il faut qu'elle donne aux autorités publiques américaines toutes les informations de ses clients américains à l'étranger pour qu'on puisse les contrôler à l'extérieur des frontières. Bon. On crée en France la divulgation pays par pays des institutions financières, de sorte que la banque BNP Paribas ou la Société Générale ou le Crédit Lyonnais ou ces autres banques-là doivent dire à l'État ce qu'il en est de leurs actifs pays par pays, aux Bermudes, aux Bahamas, à Londres, ce qu'il en est des capitaux qu'elles ont. Mais ça permet encore rien. Hein, et on continue dans le BEPS, hein, où on va créer une méthode comptable formalisée à l'échelle mondiale pour permettre l'accès automatique d'informations des contribuables des pays là où ils sont dans le monde. Et là, ça devient très lourd, puis on sent que tous ces mécanismes-là ont plein d'échappatoires, de failles. Je veux dire, alors que le problème, il est sûrement beaucoup plus diplomatique. Il est diplomatique, le problème. On vous parlait de pays minuscules qui abusent de leur pouvoir législatif. Et je vais vraiment finir là-dessus parce que si on veut comprendre l'enjeu des paradis fiscaux, je pense qu'il faut commencer par là plutôt que de se perdre dans les dédales de mécanismes extrêmement complexes qui ne marcheront jamais. Les Bahamas, par exemple, le Panama, le Luxembourg, quand ils votent des lois sur des structures qu'on peut créer chez eux, en vertu de la loi, chez eux, on peut créer un holding, on peut créer un trust, on peut créer une société exemptée, on peut créer une société internationale. C'est les appellations qu'on donne. Quand c'est pas une fondation caritative comme celle qui loue à Air France tous ses avions parce qu'elle a un sens bien particulier de la charité chrétienne. Bon, quand on crée des structures comme ça, essentiellement, ce qui est compris dans la loi, hein, ce qui est entendu et ce qui est même explicité là, dans la loi du pays, c'est de dire ceci. Lorsque vous créez une telle structure chez nous, qui suppose énormément d'avantages fiscaux et administratifs, hein, secret sur l'identité des administrateurs, secret sur la nature des opérations, secret sur les partenaires de l'entreprise, absence d'impôts sur les revenus, absence de registre. Bon, qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit cette société-là peut être créée chez nous à la condition d'avoir aucune opération réelle sur notre territoire. En gros, les paradis fiscaux légifèrent sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf chez eux. Et c'est un abus législatif. C'est comme si le Canada se mettait à légiférer sur la façon dont la Belgique allait traiter ses délinquants. C'est une loi qui porte sur le capital en tant qu'il n'est pas présent sur le territoire. Donc, d'un point de vue diplomatique, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni pourraient très bien dire aux Bahamas, au Luxembourg, au Belize, puis je ne sais trop à quel État, sur un plan diplomatique, nous estimons que vos lois sont illégitimes parce qu'elles portent sur la façon dont le capital est géré chez nous et pas chez vous.
Et donc, on fait opposition, peut-être pas envoyer l'armée, quoique ça serait vite réglé, je veux dire, dans des pays comme ça où il n'y a même pas 5 policiers, quoi. Bon, je veux dire, l'idée, ça serait de dire, mais on voit le président Obama trembler quand il se met à parler des Caïmans ou des Bermudes, tout simplement parce qu'il sait très bien qu'il ne s'attaque pas à des législations, il s'attaque à l'establishment de son pays, qui s'en sert. Et c'est là où on voit que ces souverainetés-là ne sont pas des souverainetés nationales, ce sont des souverainetés louées au capital. Ce sont des souverainetés louées à la haute finance, à la grande industrie, aux particuliers fortunés, hein, et à la bonne société, qui se sont donnés des régimes de droit et des régimes souverains et des régimes étatiques parallèles. De sorte qu'on a dans le monde aujourd'hui 2 régimes de souveraineté, les États des pauvres, qui représentent la majorité, et des États oligarchiques qui présentent cette caste-là de puissants. Bon, et évidemment que si on avait à la tête des États des acteurs publics qui croient en l'État de droit, ils ne seraient pas en train de se lancer dans des échafaudages technocratiques, de méthodes comptables pour essayer d'attraper des petits poissons quand ils abusent du système pour donner l'impression d'avancer. Ils seraient tout de suite en train de dire aux Bermudes, vos lois ne sont pas applicables, elles ne sont pas légitimes parce qu'elles ne correspondent pas à vos prérogatives sur votre territoire, mais elles excèdent ces prérogatives. Comment les choses se passent après? Je termine là. Vous avez au Canada une entreprise qui va dire j'ai une boîte ici, une boîte qui relève du droit du Panama. Et j'ai mis dans cette boîte-là des fonds financiers, des actifs financiers, des titres de propriété, des dettes, ainsi de suite, des créances. J'ai tout mis ça là. Mais ce qu'il y a dans la boîte, là, relève du droit du Panama. Alors, le Canada n'a même pas droit de regard sur ce qu'il y a dans la boîte. Mais au Panama, on me dit que cette boîte-là peut être créée à la condition d'avoir rien à voir avec ce qui se passe sur le territoire. Alors, qu'est-ce que font les paradis fiscaux de fait, d'une manière performative? C'est élargir considérablement les interstices entre les pays et créer une sorte de zone tampon entre les pays qui est anomique, hein, qui est une zone de non-droit, qui est une zone d'allégalité, là, où aucune loi s'applique, et qui permet à des entreprises de faire ce que l'État a toujours voulu contenir, c'est-à-dire revenir à l'état de nature, c'est-à-dire à la loi de la jungle, c'est-à-dire dans un rapport de force où les plus forts gagnent, pointent à la ligne, et c'est l'ère du rapport dialectique qui s'ouvre au XXIe siècle entre une oligarchie qui ne répond plus de rien, qui est extrêmement puissante, qui est éclatée, qui est nulle part et partout, et des États traditionnels qui sont d'une part totalement subordonnés à ces pouvoirs, qui sont télescopés par ces pouvoirs, qui sont investis par ces pouvoirs, et qui néanmoins restent peut-être la seule solution qui s'offre au peuple pour essayer de renverser la vapeur en essayant, comme le disait la philosophe Saskia Sassen, d'investir l'État pour qu'il contredise ce qu'on est en train d'en faire et lutte contre la façon dont on est de le travestir. On peut discuter à partir de là. Donc maintenant, ça va être la période de questions. Donc, si vous avez des questions, juste levez la main. Quand vous êtes désigné, allez au micro là-bas. C'est bien important de bien parler dans le micro parce qu'on est filmé pour qu'on vous entende bien sur la vidéo. Merci. Ouais, je vous laisse les... oui, je préférerais en fait. Bonjour. C'est assez fort? Merci beaucoup, professeur Alain. C'est un plaisir de vous revoir. Ça fait 2 ans que je vous ai raconté, je vous ai écouté aussi quand vous nous parlez de toute la problématique que vous avez pour un livre que vous avez écrit avec des multinationales et toute la lutte, la censure, la lutte de David contre Goliath. Je dois vous dire que votre travail m'a inspiré beaucoup. Et ça fait 2 ans que je travaille sur le projet minier du Canada en Amérique latine. Là-dessus, j'ai trouvé 2 choses intéressantes, au moins pour cette conférence. La première, c'est qu'à travers l'Agence canadienne du développement international, le Canada a travaillé ou a modifié les législations locales de 9 pays, au moins, pour refaire les codes miniers
de manière qui profite évidemment les entreprises multinationales qui sont siégées à Toronto. Peu importe si la capitale n'est pas entièrement canadienne, non? Ça, c'est le premier phénomène que, selon la sociologie, on pourrait parler de la transnationalisation de la régulation juridique. Le code minier a été modifié et le code minier impose des prérogatives au niveau fiscal, évidemment, pour les multinationales et empêche l'exploitation ailleurs les multinationales. C'est-à-dire que seules les entreprises multinationales peuvent exploiter les ressources en Amérique latine. Ça, comme un premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que plusieurs entreprises qui sont siégées à Toronto, leur capital, c'est d'ailleurs, d'Israël, de la Nouvelle-Zélande, etc. Et c'est aussi un paradis fiscal à Toronto pour ces entreprises, non? Donc, jusqu'à quel point on peut faire quelque chose pour arrêter ces entreprises qui sont des Goliath et nous qui sommes des David? Donnez-nous des conseils. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, dans cette boutique, ce centre commercial que représentent les paradis fiscaux, dans lesquels on trouve des boutiques différentes, le Canada est une législation de complaisance comme les autres, c'est-à-dire avec son champ propre. Et je vous remercie de me permettre de rappeler, effectivement, au titre des exemples, que le Canada, pour sa part, est le paradis réglementaire dans le domaine minier mondial. 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes. C'est-à-dire que si vous citez au hasard une société minière, ou si vous tombez au hasard sur une société minière dans un article de journal, peu importe de quel pays, vous avez 3 chances sur 4 qu'elle soit canadienne. Donc, si vous faites un pari avec quelqu'un, vous risquez de le gagner, quoi. Et ces capitaux-là, en effet, ne sont pas à l'origine nécessairement canadiens. On vient d'Israël, de Suède, de Belgique, de France, d'Australie, des États-Unis, pour créer des structures finalement offshore dans le domaine minier à Toronto, pour des raisons réglementaires et fiscales, de façon à exploiter des gisements qui, évidemment, sont pas strictement au Canada, mais sont partout dans le monde, en Amérique latine massivement, dire Pérou, Chili, Argentine, Équateur, Colombie, j'en passe. Il y a évidemment l'Afrique, la Tanzanie, le Mali, le Burkina Faso. On pourrait parler en Asie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a en Europe, la Grèce, la Turquie, et la Roumanie. Mais des projets extrêmement controversés. Et puis, qu'est-ce qu'offre le Canada? Eh bien, nous, on pourrait le dire, il nous offre. C'est-à-dire que le Canada a aménagé un certain nombre de dispositions, notamment les actions accréditives, de façon à inciter les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les fonds de retraite, les compagnies d'assurance, les banques, à placer leurs actifs à la bourse, spécifiquement dans le domaine des mines, plutôt que dans le sirop d'érable ou les éoliennes, dans d'autres secteurs. Et donc, on peut dire que la spéculation boursière à Toronto est subventionnée par l'État, parce qu'on fait rejaillir sur les investisseurs un certain nombre d'avantages fiscaux dont les sociétés minières ont fait le plein tellement elles en ont. Bon, cela fait que les projets extrêmement controversés qui peuvent être développés sur le mode de l'exploration ou de l'exploitation dans le domaine du cuivre, du coltan, du cobalt, de l'or, de l'uranium, à partir du Canada, dans le monde, sont commandités, financés, soutenus par la diplomatie canadienne, par la législation canadienne et aussi ontarienne, et dans une moindre mesure, historiquement, le Québec et la Colombie-Britannique ont eu un rôle à jouer, et l'Alberta. Et il y a par ailleurs ici une sorte de bouclier judiciaire qui fait que lorsqu'on veut poursuivre les sociétés pour ce qu'elles font à l'étranger, ici, sauf exception, on ne va nulle part. Bon. Donc c'est très... je me suis lancé dans cette critique il y a 9 ans en faisant un livre qui s'appelle Noir Canada, qui a fait l'objet, comme vous le savez peut-être, d'une saga judiciaire. Aujourd'hui, ce livre a été retiré du commerce, mais il ne faut pas être grand clerc en informatique pour le trouver, disons. Il est aujourd'hui plus disponible, plus aisément disponible qu'à l'époque où on pouvait officiellement le trouver. Et je l'ai réécrit avec une couverture différente et il s'intitule aujourd'hui Paradis sous terre. Et il s'agit du livre qui explique en quoi le Canada est un paradis réglementaire dans le domaine minier mondial. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon.
Moi, je veux dire, j'ai un peu toujours la même réponse sur ces enjeux-là. S'il y avait une solution avec un grand S, on le saurait. Bon. Et quand on s'engage en politique, s'engager en politique, c'est pas simplement être encarté dans un parti. Ça veut dire intellectuellement, moralement, de manière militante, d'une manière partisane, peu importe. Il y a des façons de s'engager dans une pensée politique. Quand on s'engage politiquement, c'est parce qu'on est désespéré. C'est la condition de possibilité. On ne s'engage pas en politique pour régler un petit problème qu'on peut, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, auquel on peut venir à bout. On s'engage en politique quand c'est trop grand, quand ça nous dépasse, quand même on sent que sur notre lit de mort, on n'en aura pas vu la fin. C'est là qu'on s'engage et c'est là aussi où c'est stimulant. Et en Amérique du Sud, on nous a montré, en Argentine notamment, je veux dire, au Chili, au Pérou, on nous a montré que même dans des combats désespérés, parfois on pouvait obtenir, après 8 années de lutte, qu'une cour de justice, on ne sait plus trop pourquoi, à un moment donné, en met une dehors, puis qu'il y en a une autre qui se décourage parce qu'elle est toujours dans les pattes des manifestants, mais ça supposait des meurtres, ça supposait que des gens aillent en prison, ça supposait que des gens soient volontaires. Il ne s'agit pas simplement d'écrire, de liker sur Facebook. La politique, c'est pas ça non plus. Donc, et on a en Amérique du Sud, vraiment, je pense, plus qu'ailleurs dans le monde, peut-être aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Roumanie, des exemples de courage, de mobilisation, qui supposent à la fois un désarroi et une sorte d'attitude, sans jeu de mots, qui n'est pas comptable, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'ennuyer de l'époque ou des époques, ou des grands crus de l'histoire, 1848, 1968, 2011, ainsi de suite, des grands crus de l'histoire où tout d'un coup, les gens massivement agissent sans compter. Et je pense que c'est là où on a le plus de chances d'avancer politiquement, c'est quand on n'escompte pas de fin quant à ce qu'on met en branle et on s'essaie à quelque chose. Et ça donne le printemps 2012, ça donne Seattle, ça donne mai 68. Et très souvent, avant de s'engager, personne ne sait ce qu'on est à faire. Et c'est parce qu'on ne le sait pas et qu'on ne cherche pas à le savoir qu'on agit. Très souvent, des gens me disent « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit individu dans son sous-sol qui regarde TVA en mangeant de la pizza surgelée? » Mais rien! Parce que si on se voit comme ça, en ayant déjà en tête l'idée qu'il faut arriver avec la solution avec un grand S, évidemment qu'on n'arrivera à rien. Mais la politique consiste à se savoir incapable de ses fins, mais à savoir que sur un mode médié, sur un mode indirect, sur un mode oblique, on arrive à des avancées qui sont significatives. Et on le voit par exemple, la démocratisation du savoir, un certain nombre de règles sur le travail, un certain nombre d'avancées, même si le contexte continue d'être décourageant. En fait, je trouve que vous avez fait une bonne mise en évidence du problème des paradis fiscaux. Puis vous avez parlé justement des lois que les gouvernements ont passées en faveur des paradis fiscaux. Mais ne voyez-vous pas que justement ces gouvernements sont eux-mêmes contrôlés par la corporocratie, puis les entreprises multinationales, par exemple Walmart, qui sont plus puissants que la majorité des pays. Donc, et vous dites que vous croyez en la législation des pays pour changer les choses, alors que les pays eux-mêmes sont contrôlés par le capital international. Donc, je crois que, qu'est-ce que vous pensez plus du pouvoir des consommateurs individuels, là où on peut, par nos choix de consommation, malgré que... OK, je vais essayer d'y aller plus chronologiquement, donc... parce que c'est vraiment important, je pense. Donc, tout ça, le problème de ça, des paradis fiscaux, c'est plus comme, je le vois, comme un symptôme du système qu'on a qui est basé sur la croissance infinie, qui a été développé justement dans une époque où on croyait que les ressources étaient infinies, donc pourquoi pas développer un modèle de croissance infinie alors que c'est faux? Donc, c'est plus le système a été créé. Là, ensuite, pour faire une croissance infinie, ben, les paradis fiscaux, c'est une bonne façon de le faire, justement, parce que tu peux réinvestir dans toi-même pour faire de plus en plus de capital sans investir dans la communauté. Donc, et de par ce fait même, l'État est contrôlé. En fait, tous les pays, comme vous dites, premièrement, je suis complètement en désaccord que vous parliez d'envoyer l'armée ou quoi que ce soit. Non, mais c'est une blague. Hein. OK. Mais justement, que vous parlez comme de pays individuels comme la Chine, l'Allemagne, quoi que ce soit, alors que c'est plus un système global, justement contrôlé par la corporocratie comme la Réserve fédérale américaine ou des trucs comme ça. Donc, je serais curieux de savoir en quoi vous croyez que la législation pourrait nous sortir de là, alors que c'est plus
dans une autre approche qu'il faudrait y aller plus avec la consommation, puis changer le système justement de croissance infinie dans lequel nous sommes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic. On est vraiment face à une oligarchie des banques, des grandes banques, Goldman Sachs, des grandes entreprises, ExxonMobil, Total, Monsanto, Amazon, Apple, Google, bon, qui évidemment travaillent à façonner ces États qui sont faits pour eux. Les paradis fiscaux sont des fantasmes de banquiers, bon et de grands industriels, quoi. Donc on a sur place des espèces de petits chefs provinciaux là qui sont sur une île, qui n'ont pas beaucoup plus de pouvoir qu'un conseil municipal, ou qui ont été médecins en Arabie Saoudite, ou qui ont été, des petits chefs locaux qui, à un moment donné, cèdent leurs prérogatives en disant, bon, qu'est-ce que vous voulez que je mette dans la loi? Vous avez un premier ministre comme Philippe Couillard qui a dit le budget du Québec est établi par les agences de notation à New York. Son ministre de l'Agriculture a dit Monsanto est plus puissant que moi. Bon, donc quant à la solution, je veux dire, la consommation est déterminée. Il ne faut pas penser le consommateur comme étant souverain. Le consommateur est enfermé. Il y a le choix entre Coca-Cola et Pepsi. Il y a le choix entre Esso ou Ultramar. Je veux dire, il a le choix entre ce que des firmes contrôlées par les mêmes détenteurs d'actifs offrent sur un mode faussement décliné. Et c'est tout le problème d'une ère oligarchique dominée par les multinationales, c'est que nous ne sommes pas dans une économie de marché libérale. Et moi, j'attends encore le jour où, de manière massive, ceux qui se disent libéraux vont contester ce système-là de la même manière que ceux qui se disent d'extrême gauche. Parce qu'il n'est pas libéral, il est oligarchique. C'est-à-dire que vous avez des puissances qui ont été capables de quadriller le marché et même de faire en sorte que si on n'a pas d'automobile, parce qu'on n'en veut pas, on est hors jeu. Dans une ville, à part 2-3 quartiers de Montréal, dans tout le Québec, si on n'a pas de voiture, on est hors jeu. On peut détester la voiture, mais on en aura une quand même. Et donc, la position du consommateur, c'est une position de subordonné. Bon, et au fond, c'est une position qui d'ailleurs agit sur les régions du cerveau qui ne sont pas du tout la même que celle de citoyennes et des citoyens. Et ce qui me consterne aujourd'hui, c'est de voir à quel point on s'adresserait plus souvent aux gens en tant que citoyennes et citoyens, d'autant plus qu'on est dans un pays qui n'est même pas une république, où il n'y a même pas de citoyenneté. Officiellement, nous sommes des sujets de Sa Majesté, c'est-à-dire des colons. Bon, mais quand on se dit citoyen ici, c'est pour dire je suis citoyen de Sherbrooke, je suis citoyen de Boucherville, je suis citoyen d'une ville, on n'est jamais citoyen au sens républicain. Bon, on n'en est même pas là. Mais le problème, c'est qu'on s'adresse à nous strictement comme contribuables, comme justiciables, comme employés ou comme consommateurs, mais jamais comme politiques, c'est-à-dire jamais comme porteurs d'une souveraineté populaire capable de faire valoir des intérêts à l'échelle de l'État. Maintenant, vous avez raison, les États sont corrompus. Je vais prendre le temps de vous répondre. Votre question est très vaste. Je ne peux pas répondre en 2 secondes. Donc, ne m'interrompez pas. La question de l'État, la question de l'État, elle est peut-être le seul carrefour qui nous reste. Mais bien sûr que Justin Trudeau n'est pas quelqu'un de gentil comme ça qui pense à nous le matin quand il se réveille. Il pense à rien, de toute façon. Il pense à son texte, on lui fait lire. C'est Morneau qui décide. Bon, mais et puis c'est la même chose aux États-Unis. Là, il n'y a pas photo. C'est la même chose avec François Hollande qui donne 40 milliards de dollars au capital alors que c'est seulement pour faire augmenter les dividendes, comme une certaine société ici nous l'a montré de manière très pédagogique la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que c'est un État? Si vous lisez Saskia Sassen, une philosophe américaine qui a écrit Critique de l'État, elle nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit l'État a été créé d'une manière violente. Bon, il a été créé d'une manière violente pour satisfaire une soif d'encadrement judiciaire par des vainqueurs. Des vainqueurs, c'est la bourgeoisie, essentiellement, depuis la modernité. Une bourgeoisie d'affaires. Bon. Et elle a essentiellement pesé sur des minorités politiques, qui ne sont pas numériques, là, mais des minorités politiques, c'est-à-dire les femmes, les étrangers, les ouvriers, les ouvrières, les paysans, les gens des petites villes par rapport aux grandes villes, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon. Mais en même temps, historiquement, ces populations méprisées par l'État, dominées par l'État, subordonnées par l'État, se sont servies de l'État pour essayer d'avancer. On pourra dire c'est insatisfaisant, faisons la révolution. Je serais tout à fait d'accord avec vous, faisons-la, mais comment? Bon, c'est-à-dire rendre révolu ce qui nuit au bien commun, quoi. Sinon,
on agit d'une manière réformiste et on essaie de prendre dans un corps à corps, on essaie de s'emparer de l'État par rapport à la façon dont il peut nous faire avancer. Mais il y aura des moments dans l'histoire, des grands crus, où ces institutions sont tellement ouvertement mensongères, où leur façon de procéder seront tellement, en quelque sorte, contradictoires avec ce qu'elles prétendent, que lorsqu'on verra Alain Dubuc passer à la télé, on rira, on y croira plus. Parce que ça va nous coûter plus cher de mettre de l'essence dans notre voiture que ce que nous rapporte la journée de travail pour laquelle on l'a acheté. Ça ne passera plus. Puis il va y avoir de la pénurie dans les endroits où on nous avait promis l'abondance. Et à ce moment-là, il y aura une écoute plus grande qui nous permettra d'atteindre un seuil critique et de faire des mutations beaucoup plus rapides qu'en étant dans du petit lobbying avec les États. Okay, deux choses par rapport à ça. Premièrement, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'en tant que consommateur, on est... en fait, attendez, je suis d'accord avec vous dans que justement le système... Pardon? OK. Mais c'est parce que vous n'avez pas répondu. Bon, je pense qu'on est sur un désaccord. Oui, donc moi, j'aurais une question beaucoup plus simple, là, je pense. C'est juste... J'ai vu que dans le budget fédéral, Justin Trudeau, il allait mettre comme 535 millions, je pense, contre la lutte aux paradis fiscaux. Je me demandais où est-ce que cet argent-là allait, qu'est-ce qu'il faisait avec ça, ou ce que vous en pensez. Oui. Où va l'argent? Lorsque une entreprise multinationale a des filiales, des structures partout dans le monde. Donc, j'ai travaillé récemment sur la firme Total. Total, c'est pas une société, c'est 882 sociétés consolidées dans 130 pays dans le monde. Et le conseil d'administration de Total ne gère pas une entreprise. Il coordonne ces 882 entreprises-là qui ont chacune des comptes bancaires, des actifs, et elles gèrent ça juridiquement sur un mode indépendant. Bon. Les actifs, ils sont partout. Ils sont partout où ils sont inscrits. On peut très bien régler une facture à partir de son compte aux Bermudes. On peut très bien mobiliser. On n'a pas à avoir cet argent-là quelque part dans les États traditionnels. Très souvent, physiquement, là, s'il s'agit de lingots d'or, d'actifs, des titres, par exemple, des titres de propriété, très souvent, ces actifs sont consignés dans des chambres de compensation qui sont au Luxembourg, aux États-Unis, et c'est l'inscription légale qui change de main ou de structure dans le monde, mais tout se fait par ordinateur. Donc, quand vous avez des Allemands qui envoient de l'argent au Liechtenstein dans le monde numérique qui est le nôtre, vous avez quelqu'un à Francfort, à partir d'un ordinateur, qui prend de l'argent d'un compte, qui l'envoie dans l'autre compte qui est ouvert au Liechtenstein, mais il n'y a rien d'autre qui se passe que de l'écriture comptable qui a une valeur légale. Donc, cet argent-là, il est là où il est, et il peut être mobilisé. Mais je veux dire, s'il y a 500 millions qui est mis contre la lutte aux paradis fiscaux, cet argent-là va être utilisé pour faire quoi? Très souvent pour amuser la galerie. Okay. Non, mais vous avez, par exemple, la ministre du Revenu, Mme Boutillier, Mme Boutillier, qui a qu'on a honteusement envoyé au front au moment des Panama Papers, alors que partout dans le monde, c'était les chefs d'État qui prenaient sur eux de réagir à cet enjeu-là, parce que c'est pas seulement une affaire comptable, c'est pas une affaire de ministre du Revenu, c'est une affaire d'État. Bon, mais ici, c'est le seul endroit dans le G20 où on le comprenait pas. Donc, on a envoyé la ministre du Revenu défendre le fait qu'on allait embaucher 100 vérificateurs de plus. Okay. Bon. Donc, c'est là que passent vos millions, quoi. Donc, on embauche des gens qui vont gratter du papier, ils vont attraper des petits poissons, des gens un peu maladroits, qui savent pas trop s'y prendre, qui n'ont pas de bons avocats, qui n'ont pas de bons fiscalistes, qui ne sont pas passés par vous. Et puis, bon, ils ont comme ça des failles à leur dossier, on les attrape, puis on fait croire aux gens qu'on agit. Mais le problème, puis après ça, on vote à la Chambre des communes une motion pour approuver la légalisation du processus. Et la folie là, avec ce qui s'est passé au Canada, puis je ne vous parle pas du gouvernement conservateur qui a ouvert ses corridors d'amnistie fiscale permanente avec d'autres États, vous lirez mes bouquins, mais l'idée, c'est qu'on est face à des États qui nous disent en même temps, on a aboli la limite de vitesse sur les autoroutes, mais rassurez-vous, il y a des patrouilleurs en plus. Mais que peuvent faire les patrouilleurs du moment où la chose qui était jadis sanctionnée devient légale? Et après ça fait des belles statistiques parce qu'on dit qu'il y a moins de fraude fiscale qu'avant. Ben oui, on a légalisé ce qui était frauduleux avant. Donc, ça fait des beaux chiffres. Et lorsque vous avez une firme comme KPMG qui se fait pincer avec ses clients pour avoir permis à des contribuables canadiens de tricher, des individus qui ont triché, qui se sont fait prendre là, la main dans le pot de confiture à l'île de Man, eh bien, le gouvernement du Canada négocie, puis il dit, bon, finalement, il n'y aura pas de trace au dossier.
Bon, payez-nous les impôts, puis on va négocier les intérêts aussi à la baisse, puis on fera comme si rien s'était passé. Mais quel signal on envoie? Bon, et c'est là où on voit que le Canada est complice, comme d'habitude, quoi. Je veux dire, le Canada est caméléon, c'est-à-dire qu'il tient le discours qu'il faut tenir selon le moment, mais de fait, il est complice de ce système-là, tout en se présentant comme étant le plus meilleur pays du monde. Ouais, donc il se met comme un plus gros cadre, mais il y a quand même des failles dans ce cadre-là. Fait Des failles, dites-vous? Oui, tout à fait. Ok, je comprends. C'est bon. Donc, bonjour. Oui, ma question, c'était, j'ai été très intéressée quand vous avez dit que, le gouvernement canadien baisse les impôts pour les grandes entreprises. Bon, ça l'a passé de 30 quelques pourcents à 15 Puis, d'un autre côté, on nous enseigne à l'école, comme quoi que, je peux prendre le rapport Godbout, par exemple, comme quoi que imposer les sociétés, c'était beaucoup moins avantageux au niveau de l'assiette fiscale que d'imposer les contribuables. Donc là, on a comme un deux côtés. D'un côté, on voit un message de la concurrence fiscale, ça nous dérange pas tant que ça. Puis d'un autre côté, on a besoin de ces sous-là, on a besoin, et la meilleure façon qu'on trouve, c'est de plus imposer les contribuables que d'imposer les sociétés. Donc, j'aimerais avoir votre opinion vis-à-vis ce dilemme-là. Ben, c'est là où les sciences sociales sont intéressantes, parce qu'elles nous permettent de sortir du cadre. Moi, d'ailleurs, je trouve un peu bizarre qu'on présente comme experts de la fiscalité des gens qui, pendant 40 ans, ne nous ont jamais parlé des paradis fiscaux. Et on fait comme s'ils n'existaient pas. J'ai des petits doutes sur la nature de cette expertise. Et parfois, je présente celui que vous avez cité comme étant surtout un idéologue du gouvernement en place et accessoirement professeur. Bon. Ce que je proposerais, s'il s'agit de s'attaquer au problème, pas de se laisser enfermer dans un paramétrage, quoi, ce serait de dire, le problème des multinationales, c'est qu'elles arrivent à délocaliser des actifs de façon à ce qu'on ne puisse pas les imposer là où ils ont été générés. J'ai parlé de Starbucks tout à l'heure qui dit au Royaume-Uni, il y a des fonds, j'ai dit, mes caisses sont vides. Et il y a une professeure de droit fiscal de l'Université McGill, qui est Alison Christian, qui fait partie d'une série de professeurs en droit fiscal mondiaux. Je pense à Kerry Sadek aussi de une université australienne, qui milite pour un mode de fiscalité qui soit mondial et qui consiste à imposer les multinationales quant à leur bilan consolidé. Coca-Cola, Goodyear, Boeing dit à ses actionnaires avoir tel chiffre d'affaires, tel bénéfice, on va vous imposer sur ce bénéfice-là et on va distribuer au prorata de votre présence dans les différents pays le fruit de cet impôt mondial. Bon, pour ma part, je trouve ça utopique, évidemment, parce qu'on n'aura pas de même temps une ONU fiscale qui va imposer d'un coup les multinationales parce que les États vont avoir délégué leur souveraineté en la matière pour qu'elles puissent ensuite redistribuer. Mais je pense qu'on peut le faire pays par pays. Et quelque chose qu'on pourrait faire pour éviter ces taxes à la consommation qui sont injustes, et on le sait très bien. Et cet impôt sur le revenu des particuliers qui ne peut pas raisonnablement compenser le manque à gagner du revenu des entreprises. Il n'y a pas de raison que les entreprises injectent seulement 10% de l'assiette fiscale au Canada et au Québec. On ne peut pas vivre avec ça, c'est pas vrai. On ne peut pas avaliser ça, c'est pas vrai. Donc, du moment qu'on essaie de trouver une solution, mais inventive et imaginative, en jouant sur les paramètres, ce qu'on pourrait très bien faire au Québec, par exemple, pourquoi ne pas avoir l'initiative sur une question comme celle-là? On pourrait très bien dire, en s'inspirant de Kerry Sadek et de Alison Christian et de professeurs de ce type, de dire, on va imposer les multinationales, non pas par rapport à leur actif sur notre territoire, mais en rompant avec la question du lien de résidence, et par une méthode qui pourrait avoir trait au nombre d'employés, au capital, au chiffre d'affaires, ainsi de suite, une méthode qui consiste à dire à Coca-Cola, nous estimons que X% de votre revenu s'explique par votre présence chez nous. Et donc, nous allons vous imposer sur ce revenu-là, même si le revenu est au Luxembourg ou au Liechtenstein ou ailleurs. Nous allons vous imposer en fonction de cette méthode-là. Et pour pas nous isoler sur la scène internationale, parce qu'il y a la concurrence, la législation, on va faire comme les étudiants en 2012. C'est-à-dire qu'on va établir un seuil plancher. On va voter la loi, mais elle va entrer en application seulement le jour où X nombre de pays de l'OCDE
auront adopté une mesure du genre de façon à représenter un rapport de force. On pourra aussi aborder des pays de l'Union européenne qui ne sont pas nécessairement l'Allemagne et la France, mais des pays de la taille du Québec ou du Canada pour établir un rapport, revenir à un cercle vertueux plutôt qu'à un cercle vicieux. Mais ça suppose d'intégrer la pensée fiscale à l'économie politique, en insistant sur politique, et pas simplement être un ingénieur de son qui, avec son égalisateur, là, joue avec des indicateurs dans un circuit fermé. Très bien. Merci beaucoup. Il reste Anthony, monsieur juste à côté. Je pense qu'il y a d'autres questions ensuite. Oui, merci encore, monsieur Deneau. Finalement, pour faire un peu du chemin sur la question d'Anne-Sophie, pensez-vous pas plutôt que le problème, justement, le problème des multinationales en est aussi un de l'institutionnalisation de la richesse de ses dirigeants ou de ses propriétaires ou peu importe. Parce que je crois que ça fait un peu, ça colore un peu aussi votre discours, c'est que souvent le problème justement des multinationales en est plutôt un justement du pompage des richesses faites par les employés aux dirigeants. Donc, pensez-vous plutôt qu'il faudrait s'attaquer justement à ces personnes-là plutôt qu'aux sociétés qui, elles, génèrent des emplois, même dans des pays qui en ont besoin, quand même qu'ils soient pas aussi reluisants que les nôtres qu'on a ici? Oui. C'est un aspect du problème. Et ce qui est intéressant quand on pense à des solutions, c'est quel statut on confère à la solution. C'est-à-dire qu'on peut être parfois simplement réaliste et se dire, dans l'ordre actuel des choses, on peut espérer arriver à une mesure, par exemple le salaire maximum dont je parlais tout à l'heure, qui serait une façon de limiter les dividendes, par exemple, ou le salaire d'administrateur, ainsi de suite, de faire en sorte qu'on n'aille pas en ce sens, ou qu'on n'exagère pas, quoi. Et parfois, on peut aussi travailler à établir des diagnostics de fond, même s'ils nous mènent à ce qui a l'apparence d'utopie, ou en tout cas de promesses dont la solution semble très éloignée dans le temps. S'il s'agit d'adopter pour cette deuxième approche-là, moi je dirais simplement d'entrée de jeu, juste pour que ça soit clair, là, que les multinationales sont le problème. Le problème, c'est l'existence des multinationales. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des multinationales. On pourrait très bien produire des boissons sucrées, des sandwichs, des espadrilles, des pantalons et de l'énergie sans elles, c'est-à-dire en étant dans ce monde libéral dans lequel on prétend être et dans lequel on n'est pas du tout. On est plutôt dans cette oligarchie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si on partait de ça, disant les multinationales sont parasitaires, elles constituent un pouvoir qui s'ajoute aux autres pouvoirs et c'est un pouvoir privé à souhait. Ça serait déjà une façon d'avancer, en tout cas du point de vue des diagnostics. Une fois qu'on a posé ça, je tenais quand même à le dire. Après, effectivement, on peut se dire, dans l'ordre contingent, là, avec la réelle politique, puis ce qu'on peut faire, effectivement, si je comprends bien votre question, il pourrait dire toute la lutte aux dividendes excessifs ou aux salaires excessifs peut être un objet de lutte. Et ce qui est très, très intéressant aujourd'hui, je ne sais pas si je réponds à la question, en même temps, ce sont des questions aussi pertinentes que vastes, puis c'est plus intéressant de les soulever que de prétendre y répondre absolument. Mais je rappellerai seulement qu'aujourd'hui, il est très intéressant de voir des gens de droite, ultra-libéraux, qui ont profité du système, être les premiers à s'en inquiéter. Et très souvent, ici, aujourd'hui, des gens de droite, ici, en Occident, les gens de droite sont un petit peu comme les communistes dans les années 1930, quand ils revenaient de Moscou. Puis ils disaient, je suis encore communiste, mais je suis pas sûr que je suis stalinien. Aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans, à droite. Donc, vous avez des gens comme Joseph Stiglitz, qui pourfend la Banque mondiale dont il a été le numéro 2. Vous avez Larry Fink, qui est un très grand investisseur, qui critique la façon dont les actionnaires pompent les entreprises pour avoir toujours plus de dividendes en disant « mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis ». Vous avez Raymond Becker, qui est un investisseur américain en Afrique, qui a tellement été dégoûté par ce que provoque en termes d'inégalité sociale l'investissement occidental en Afrique, qui a créé une ONG pour étudier le fait que l'Afrique donne 3 fois plus de fonds à chaque année à l'Occident que l'inverse. Vous avez ensuite Marc Roche, un correspondant du quotidien Le Monde, qui s'est intéressé à la finance. C'était un capitaliste pro-financier qui rendait compte des merveilles de ce système-là jusqu'à ce qu'il tombe sur le cas de la Goldman Sachs puis de la crise de 2008. Puis aujourd'hui, il parle d'un système criminel, hors la loi. Il dit les banksters, puis il se présente comme libéral qui doute. Et pourtant, il n'est pas devenu mélenchoniste ou communiste, quoi. C'est simplement qu'il y a des gens honnêtes aujourd'hui qui profitent du système
J'ai pas parlé de George Soros sur l'investissement ou de Warren Buffett sur l'impôt. Hein? Et vous avez des gens là, qui comprennent que ce système-là n'est pas viable, qu'il est cancérigène de manière générale et que on n'en est même plus à des petits ajustements pour s'assurer que ceci n'est pas lui puis que cela est trop loin. On en est à être incapable de contrôler ce Frankenstein que même ceux pour qui il est profitable est hors de contrôle. Je vais ajuster le micro. Je suis ni économiste, ni plus ni moins qu'un enseignant. C'est très instructif ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Malgré le fait qu'on a lu vos livres et tout ça, vous avez apporté le point philosophique sur une politique éventuelle qui s'en vient, qui va venir. Excusez-moi. On n'aura pas le choix éventuellement parce que on s'en va vers un cul-de-sac. Si on veut résumer en gros, c'est quoi l'évasion fiscale? Moi, je vois ça comme un cul-de-sac. On va parquer de l'argent dans un trou. Et les gens qui devraient contribuer au tissu social n'y contribuent plus, prétendant la défunte classe moyenne que nous sommes, que l'on doit fournir davantage car on est des fortunés de la société. Et c'est vous autres, tantôt, qui allez payer. Et vous payez probablement déjà. Pour moi, ce qui est important là-dedans de retenir, c'est qu'on est en train d'effriter le tissu social. Et tantôt, j'entendais parler quelqu'un dire « on ne prendra pas les armes ». Je me tue à dire à mes étudiants tout le temps « la violence, c'est pas bien. Expliquez-moi l'armée. Expliquez-moi la police, qui fait partie du tissu social, qui ni plus ni moins sont des gens armés. Attendons-nous, qui peuvent utiliser la violence de temps à autre lorsque la force est nécessaire. Je ne tiens pas à créer une révolution armée, c'est pas mon but. L'autre manière de faire taire quelqu'un, c'est de lui retirer son pouvoir monétaire. C'est ce qu'on nous fait actuellement. C'est indécent. On m'a toujours dit et enseigné. Qu'il était important de travailler. Qu'il était important de se dépasser. Excusez, je deviens motivant. En québécois, je suis en beau tabarnak. Excusez. Je dis à mes jeunes de ne pas se révolter, mais pas nécessairement de se révolter de la manière violente, mais de se révolter de la manière à se réveiller. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, soyez forts. Soyez forts parce que vous allez devoir l'être fort. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez vous confronter à un establishment qui est hostile. Vous allez vous confronter à des forces oligarchiques qui sont hostiles. On vous parle que le monde sans frontières, c'est donc bien beau. On s'aime, tout le monde, puis on est tout égal. Un instant, là. C'est parce qu'on a des différences culturelles, peut-être. Ça peut toujours se faire. On peut être capable de vivre ensemble en société. Mais on a des différences aussi géographiques. On a des différences à tout point de vue culturel. On a des différences au niveau qui sont amenées par tous ces effets-là. Et on a des différences aussi monétaires. On a des différences partout. On doit s'assumer comme nation. Au moment où on nous parle de globalisation, au niveau comment je pourrais vous dire ça? On nous parle de globalisation monétaire avec les banques et tout ça, de façon à uniformiser tout le monde. C'est ce que je sens dans votre discours. On tend à tout mettre le monde égal pour être plus facile à contrôler. Pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez même pas nés. Il y avait un film qui s'appelait Soleil vert. Ceux qui ont eu l'occasion de le voir, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est une forme de métaphore de cette époque-là qui nous prédisait à l'époque, voici ce que pourrait être la société du futur. Je regarde ça aujourd'hui avec un certain sourire, mais avec une certaine horreur. À rendre compte que certaines inventions qui étaient inhumaines à l'intérieur, comme pelleter les gens dans les manifestants, me rendre compte sur Internet qu'on a inventé un dispositif policier qui permet d'agrandir comme ça l'appel et pousser les gens dans la rue. Je me dis, on est-tu rendu au mode du bétail, tu sais? On est-tu rendu? On trouve ça merveilleux.
Il y a Bisto Brain ce soir qui va être à Sherbrooke, qui va parler de la technologie puis de la légalisation des technologies. Vous savez, c'est quoi un drone? Ça a un pouvoir magnifique, mais en même temps un pouvoir terrible. Il permet de rentrer chez vous, permet d'aller au-dessus de votre tête, aller partout, se parquer partout, se recharger de lui-même, puis aller permettre de voir partout. C'est beau la globalisation, mais ça a ses limites. Quand on parle de nationalisation d'un peuple, on parle de la capacité de prendre son pouvoir, être capable de se prendre en main, être capable de gérer son territoire, être capable de gérer ses actifs, être capable de se donner des politiques, être capable de fonctionner. Mais on nous le refuse. Le pouvoir oligarchique nous le refuse. Parce qu'il y a des raisons. Parce qu'on est mieux d'être comme ça, d'être globalisé, puis d'être plus facile à gérer, puis de gérer une grosse boutique, c'est de l'ouvrage. Mais de gérer une petite boutique qui pourrait fonctionner, où on pourrait plus aller retirer les sous qu'il y a dedans, et les ressources, parce que les terres rares, en passant, juste petit renseignement, les terres rares qui sont dans votre tableau périodique, c'est dans le milieu, ben, sont bien pratiques pour faire les cellulaires. On les puise au Québec. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas. On sait d'où ce qu'elle vient. On sait ce qu'elle est la ressource, mais on ne sait pas où va l'argent. Pour moi, c'est choquant. C'est révoltant. Ça m'amène à penser, est-ce que je dois encore travailler? Quand on est rendu la classe moyenne à se demander si ça vaut la peine d'aller travailler, ben peut-être qu'à quelque part, il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait d'une société? Parce que la journée, comme vous disiez tantôt que ça va coûter plus cher de mettre du gaz dans le char que d'aller travailler, mais il y a des gens qui vont avoir faim. Puis ces gens-là qui vont avoir faim vont vouloir manger. Ils vont briser des choses. Ils vont vouloir passer. On a beau dire qu'il n'y aura pas de violence, ils vont en avoir. Ça va finir comme ça. Je ne veux pas être extrapolé infiniment là-dessus, mais il y a un portrait qui peut se dessiner assez aisément. Merci. Avant de remercier Alain Deneau de nous avoir éclairé sur un sujet qui est délicat et englobant, je dirais que la fiscalité. Juste François Lafont qui a pris quelques notes en rose sur ses feuilles, mais je le sais concis et éloquent, donc ça va pas être... Voulais-tu répondre à... J'aurais seulement rappelé qu'une des formes de violence, si on se réfère à un autre film qui est Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel, peut être aussi d'élaborer un budget quand on fait semblant d'ignorer que les colonnes comptables peuvent être la médiatisation de la souffrance des gens. Et si on oublie qu'un budget, ce n'est pas un exercice arithmétique, mais c'est la médiatisation de la souffrance des gens, la médiatisation potentielle, on peut devenir très violent avec des chiffres. Alors, je voudrais en votre nom remercier Alain qui s'est déplacé de Montréal ce matin, qui fait un aller-retour pour venir certainement élever notre niveau de connaissance au niveau de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux. Et je l'espère augmenter un peu aussi notre niveau d'indignation collective en nous montrant ce qu'on voit peu dans nos universités en général, comment les intérêts privés peuvent pervertir le bien commun et comment est-ce qu'on peut s'en aller dans des directions qui ne sont pas vers la promotion du bien-être de la collectivité. Alors, Alain, merci énormément de ton propos extrêmement éclairant et je sais que les gens ici ont extrêmement profité de tes connaissances et de tes vues sur le sujet. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à, si vous voulez continuer le voyage dans l'expérience Deneau, Alain vient de publier un livre, De quoi Total est-elle la somme, publié la semaine dernière, sur une enquête, je dirais, journalistique et une évaluation aussi. C'est ce qui est intéressant avec Alain, c'est que c'est de la philosophie, c'est de la science politique, c'est de l'anthropologie, c'est du droit. Et le livre est un autre témoignage de sa grande connaissance et de sa transversalité. Alors, merci beaucoup.